Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de la fidélité à la télévision nationale. Voici les titres de l'actualité. À la primature ce mardi, Dr Ibrahima Kassori Fofana a reçu les fondateurs des écoles privées de Guinée. La reprise des cours était au centre des discussions. La création d'un cadre de dialogue entre les écoles publiques et privées est envisagée. La paix et la réconciliation entre les communautés dans la région forestière est au cœur des préoccupations. Les patriarches de la région ont passé en revue les problèmes qui affectent le vivre ensemble dans la région et ont fait des recommandations. Une forte baisse de la pluviométrie enregistrée à Conakry. Pourtant, la saison avance, le phénomène inquiète et les spécialistes tirent sur la sonnette d'alarme. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et merci de la fidélité à la télévision nationale. On ouvre ce journal par ce décret du président de la République. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Monsieur Demba Kourouma, ingénieur des ponts et chaussées, précédemment directeur contrôle des travaux d'infrastructure de transport à l'ACGP, est nommé secrétaire général du ministère des Travaux publics. Article 2. Le présent décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 7 juillet 2020, signé professeur Alpha Condé. Je vous l'annonçais dans les titres, réouverture des classes en Guinée. Le gouvernement met les bouchées doubles pour la poursuite de l'année académique. Après la visite hier de certains établissements scolaires de la capitale, le Premier ministre a rencontré ce mardi les fondateurs des écoles privées de Guinée. Un appui de l'État a été sollicité par les visiteurs. La création d'un cadre de dialogue entre les écoles publiques et privées est aussi envisagée. Le compte-rendu avec Ousmane Bangoura. Quelques jours après la réouverture des classes, le Premier ministre rencontre l'Association des fondateurs d'écoles privées de Guinée. Ces responsables entendent créer un cadre de dialogue permanent entre les écoles publiques et privées du pays. Cette rencontre édifie encore beaucoup plus des dispositions prises par le gouvernement guinéen par rapport au système de l'éducation en général et particulièrement le système de l'éducation privée en Guinée. Le système guinéen privé est proactif dans son plan d'action. Nous sommes toujours là à mettre en avance les choses, à analyser les choses avant même que les crises arrivent. Mais malheureusement, parfois, par manque de concertation entre nous avec le gouvernement, il arrive parfois que nous sommes laissés sur compte sans nous informer et que les décisions sont prises et que les choses tombent malheureusement et qui impactent négativement le système éducatif privé guinéen. Que je peux vous dire à 98 à 99%, les écoles privées sont déjà opérationnelles à ce jour. C'est pour vous dire que déjà nous avons pris toutes les dispositions avant pour attendre l'ouverture. Très sensible aux questions de formation et d'éducation, le Premier ministre a invité ses acteurs à redoubler d'efforts en vue d'accompagner le gouvernement. Le gouvernement que je dirige est très sensible à la question de rebâtir un système éducatif guinéen digne du nom, compétitif, parce qu'il y va et de l'avenir de la Guinée et de l'avenir de nos enfants. En tant qu'économiste, mon objectif n'est pas de protéger l'éducation publique. Mon objectif, c'est d'arriver à un système éducatif qui garantisse l'éducation pour tous et la qualité de l'enseignement pour les Guinéens, qui viennent du privé ou du secondaire. Et mon objectif, c'est une allocation des ressources qui garantissent l'efficacité de la dépense publique. Si c'est mieux utilisé dans le système privé, nous emploierons pour le système, à travers le système privé, pour obtenir cet objectif de qualification de notre système éducatif. C'est un cadre de concertation qui vient renforcer le partenariat entre les écoles publiques et privées pour rendre notre système éducatif compétitif.
Lutte contre la Covid-19, le chef de l'État apporte un soutien aux institutions d'enseignement supérieur. L'université de Nzérékoré bénéficie de plus de 20 000 masques de protection et de plusieurs thermoflash. Le geste émane d'une volonté du professeur Alpha Condé qui vise à promouvoir le principe de zéro contamination dans les écoles et universités du pays. Reportage Lancé Kamisoko. La réouverture des classes en cette période de pandémie de coronavirus est soumise au respect des mesures barrières. L'université de Nzérékoré reçoit 20 000 masques de protection et 20 thermoflash pour l'application correcte de ces mesures. Le gouvernement, dans la mise en œuvre de ces recommandations ou de ces instructions du chef de l'État, dote notre université de bavettes, de thermoflash. C'est un honneur pour moi, au nom de monsieur le gouverneur, au nom de toutes les autorités de la région, de remercier monsieur le président de la République et son gouvernement, le professeur Alpha Condé. Cette donation de l'État vient renforcer les mesures déjà prises contre le coronavirus dans ce temple du savoir. Obtenir cet important lot de matériel sanitaire dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19 en milieu universitaire. Comme promis, le gouvernement du professeur Alpha Condé avait annoncé comme préalable la mise à disposition de ces matériels sanitaires avant l'ouverture des salles de classe. Donc c'est chose faite aujourd'hui. Nous allons remercier infiniment le gouvernement du professeur Alpha Condé pour cet acte. Depuis son apparition en Guinée le 12 mars dernier, aucun cas de cette pandémie n'a été notifié en Nzérékoré. Avec l'appui du gouvernement et de ses partenaires, la préfecture compte garder ce statut jusqu'à l'éradication complète de la maladie sur le territoire national. Le combat contre la pandémie se poursuit. Le Japon accompagne les efforts du gouvernement. Un accord d'achat du matériel sanitaire a été signé ce mardi avec le ministère de la Coopération. Le coût s'élève à hauteur de 25 milliards de francs guinéens. Reportage Makeme Donzo. 300 millions de yuan, soit environ 25 milliards de francs guinéens, c'est le montant annoncé pour le financement d'équipements médicaux pour lutter contre la pandémie du coronavirus dans notre pays. Ce montant devra servir à l'achat d'ambulances, d'oxygénateurs, nettoyeurs à ultrasons et de groupes électrogènes afin de renforcer le système de santé et d'améliorer les conditions de soins dans les différents centres de traitement du pays. Le Japon a décidé d'octroyer auprès du gouvernement guinéen et puis pour la population guinéenne de dons non remboursables. Et puis je souhaite que dans ces conditions-là, nous surmontons tous ensemble pour gagner cette crise. Cette signature d'accord d'achat du matériel entre le Japon et la Guinée est un engagement qui traduit l'intérêt que le pays de soleil levant porte sur notre pays. Un appui qui devrait aider la Guinée à surmonter cette crise mondiale qui affecte la vie quotidienne. La Guinée fait un travail remarquable. Aujourd'hui, nous restons dans notre sous-région le pays qui a le nombre de décès le moins élevé, ce qui est absolument remarquable et les services sanitaires sont à remercier pour cela. Donc ce don du Japon, et on remercie le Japon aussi, nous permettra encore de rendre nos résultats plus probants afin que nous nous débarrassions de cette pandémie. Dans le suivi de la Convention, l'Agence nationale de la sécurité sanitaire se dit confiante et compte sans relâche le combat pour venir à bout de l'épidémie dans un bref délai. Au nom de tous mes collègues du ministère de la Santé, que nous allons faire un bon usage de ce matériel technique et des engins qu'on va mettre à notre disposition en vue de contrôler très rapidement cette épidémie dans notre pays. Donc tous mes remerciements et ceci nous encourage à œuvrer davantage dans le combat contre la Covid-19. Ce don japonais à la Guinée vient appuyer les efforts du gouvernement dans la lutte contre le coronavirus et aider à mieux répondre aux autres urgences de santé publique.
La pandémie du coronavirus a frappé aussi de plein fouet le secteur de l'industrie. Nombreuses sont les difficultés auxquelles les industriels sont confrontés. Face à la situation, le ministre de l'Industrie était ce mardi devant la presse pour faire l'état des lieux et présenter la stratégie de l'après-Covid adoptée par le gouvernement. Compte rendu, Abdul Karim Kamara. La pandémie de coronavirus a durement éprouvé certains secteurs porteurs de croissance du pays. Cet arrêt soudain de la machine économique est profondément ressenti dans les activités industrielles. Parmi les conséquences, il y a entre autres les difficultés d'approvisionnement en matières premières, celles d'accès au crédit et l'arrêt de certaines chaînes de production. Le gouvernement n'a pas tardé à adopter un plan de riposte par des mesures d'urgence afin de répondre aux besoins immédiats des entreprises. Nous comptons assister dans cette première phase 50 unités industrielles et 300 petites et moyennes entreprises. Il y aura également ce fonds de garantie qui a été mis en place et qui est sous l'autorité du Premier ministre, chef du gouvernement, en faveur des micro, petites et moyennes entreprises pour une dotation initiale de 500 milliards de francs guinéens. Il y aura également la mise en place d'un programme de renforcement de capacité et de compétitivité des entreprises à hauteur de 500 millions de francs guinéens. La négociation avec les partenaires techniques et financiers d'une ligne de crédit adaptée à la situation, aux besoins du secteur industriel et des PME à hauteur de 10 millions de dollars américains. Au-delà de ce plan de riposte, il faut aussi trouver en urgence de l'argent frais pour faire face à l'après-Covid et renforcer la résilience. Cet élan a poussé le chef de l'État à créer un certain nombre de fonds, notamment la mise en place d'une ligne de crédit en faveur des PME. Nous avons défini, en accord avec le gouvernement et nos partenaires du secteur privé, des stratégies susceptibles de dynamiser la résilience des entreprises et leur contribution à l'économie nationale. Il s'agit de deux mesures phares. L'abondement du Fonds de développement industriel et des PME, dont la mission est d'identifier les entreprises, leurs besoins d'assistance technique et financière. La mise en place d'une ligne de crédit en faveur des PME, cette ligne de crédit renouvelable sera négociée auprès de nos partenaires techniques et financiers à hauteur de 10 millions de dollars et servira à prendre le relais des ressources actuellement apportées aux PME dans le cadre du programme de riposte à la pandémie. La réalisation après la pandémie de cet autre gigantesque projet va permettre la création de plus de 150 000 emplois. Vous suivrez l'intégralité de cette conférence tenue par le ministre de l'Industrie et des PME juste après ce journal. Santé toujours avec la campagne de chimio-prévention contre le paludisme saisonnier. L'opération vient de prendre fin. Elle a permis de toucher les enfants de 3 à 39 mois à travers tout le pays, bien sûr. Les enjeux de cette campagne dans la région de Farana avec notre reporter Tcherno Ousmane Diallo et Amara Kobasouma. Tout comme Mamou, Dalaba et Pita, Farana vit pour la première fois une campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier. Dans ce district sanitaire, plus de 66 000 enfants sont appelés à être protégés du paludisme par le biais de cette stratégie préventive. La campagne se mène porte à porte avec des spécialistes de la santé et agents distributeurs. Quand un enfant est protégé contre le paludisme, on sait que c'est un atout. Parce que maintenant, là, le palud, c'est très grave avec les enfants. Donc quand on prévient, c'est plus bon que de guérir. Tous les enfants en bonne santé de la tranche d'âge de 3 à 59 mois reçoivent leurs molécules de sulfadoxine, pyrimétamine et d'amodiaquine. Les parents sont aussi sensibilisés sur les enjeux de cette campagne qui se mène en zone urbaine, tout comme en zone rurale, comme ici à Sidakoro, à 52 km de Faranaville. Nous sommes dans le Sankara profond, d'habitation en habitation. Les agents vont à la rencontre des familles et des enfants.
penser aux enfants, ça représente l'avenir, la consolidation de l'avenir de ce pays. La consolidation de l'avenir, parce que les enfants, c'est l'espoir de demain. Ce sont nos remplaçants. Donc si ces enfants-là sont en bonne santé, c'est dans le corps sain qu'il y a de l'esprit sain. Cette campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier est initiée par le ministère de la Santé à travers le programme national de lutte contre le paludisme en collaboration avec Catholic Relief Service sous financement du Fonds mondial. À Farana, on espère qu'elle va contribuer à faire reculer le paludisme. Farana fait partie dans les zones euro-endémiques, donc les zones où il y a beaucoup de paludisme que nous rencontrons. Donc si les enfants prennent les médicaments, ils seront protégés contre le paludisme tout en dormant, c'est-à-dire sous les moustiquaires. Les années passées, on était à une taux de prévalence de 66%, mais avec toutes les activités vraiment mises en œuvre, on est maintenant autour de 25% en 2019. Donc nous avons bon espoir qu'avec cette chimioprévention, la prévalence va encore baisser davantage. Cette campagne achevée, les équipes reviendront dans les ménages le mois prochain. Au total, 4 passages doivent être effectués pour protéger les enfants en cette saison des pluies, saison de haute transmission du paludisme. Et puis, formation des cadres des districts sanitaires des régions de Mamon, Kindia, Boké, Labé et Zérékoré. Pendant 7 jours, différentes techniques ont été appliquées pour une meilleure gestion du système sanitaire national. Le projet est financé par l'Agence italienne pour la coopération et le développement. Mamadou Patebaldi. Depuis l'amélioration en 2014 de la politique nationale de la santé, le gouvernement guinéen s'est fixé comme priorité l'amélioration des conditions sanitaires de la population et le renforcement des performances du système de santé. Le ministère de la Santé bénéficie de l'appui de l'Agence italienne pour la coopération au développement en vue d'atteindre cet objectif. Ce projet, renforcement du système de santé, doit améliorer les compétences des acteurs pour gérer les structures de soins, afin de faciliter l'accès aux populations et aussi faciliter la gestion par les acteurs de terrain, par les acteurs de la gestion du système de santé. Donc c'est une occasion à ne pas rater, c'est une opportunité que nous saluons et pour laquelle tout le monde s'est engagé. Le projet couvre les régions administratives du pays et la zone spéciale de Conakry avec à la clé la construction, la réhabilitation et l'équipement des infrastructures sanitaires ainsi que la formation du personnel médical et paramédical. L'impact majeur de cette formation en andragogie appliquée à la gestion du système de santé est en rapport avec les 5 thématiques spécifiées dans le protocole d'accord liant le gouvernement italien et guinéen, à savoir la surveillance épidémiologique, les urgences cliniques, la santé de la mère, de l'enfant et du nouveau-né, mais également la gestion du système de santé. Donc ce sont 5 thématiques déjà spécifiées dans l'accord de crédit du financement guinéen. Son impact majeur, c'est l'amélioration des services et des soins de qualité de la population guinéenne avec leur participation inclusive. Animés par des experts en santé publique et des consultants internationaux, ces échanges ont favorisé le transfert des compétences et le savoir-faire des équipes cadres des districts sanitaires du pays en matière de l'amélioration de la qualité de prestation des services et soins dans les formations sanitaires. C'est un plus pour moi, à ce sens que c'est la toute première fois que je participe à ce genre de formation, l'andragogie appliquée. Et donc c'est un acquis que je compte bien mettre en application dans ma préfecture, voire même dans ma région. Dans le souci de pérenniser les acquis et permettre aux formateurs de jouer pleinement leur rôle dans le développement du système de santé en Guinée, le projet a mis à la disposition des formateurs des kits complets d'équipements et de matériel pour assurer la formation du personnel médical des différentes structures sanitaires des zones d'intervention du projet.
Je vous l'annonçais dans les titres, la concertation sur la paix et la réconciliation entre les fils de la région forestière vient de prendre fin ce mardi en Zérékoré. La rencontre a permis aux 7 patriarches venus des différentes préfectures de faire des recommandations pour une paix durable dans la région. Le point avec Mohamed Saliou Paye. L'éducation à la culture de la paix, de la tolérance, le respect de la cohabitation pacifique entre les communautés sont entre autres recommandations issues des journées de paix et de réconciliation en Guinée forestière. Nous, patriarches, nous nous engageons solennellement à mettre fin et de façon définitive à des conflits communautaires, intercommunautaires dans la région forestière et donnons l'assurance aux autorités administratives, judiciaires et politiques et singulièrement au président de la République, le professeur Alpha Condé, du retour d'une paix définitive dans la région des Zérékoré. Ce processus de paix est marqué par le message d'engagement et de pardon des femmes afin de consolider le tissu social dans la région. Population des Zérékoré, patriarches de la Guinée forestière, nous femmes des Zérékoré avons trop souffert des violences que notre région a connues. Nous sommes les grandes victimes parce que épouses, sœurs et mères de ceux qui ont perdu la vie, paix à leur âme. Amen. À nous toutes de nous repentir et c'est pourquoi nous demandons pardon à toute la population pour que plus jamais ça à Zérékoré. L'aboutissement de ce conclave est une réelle satisfaction pour les autorités administratives. Nos chères mamans, ce que vous venez de faire rentre dans l'histoire de Zérékoré et rentre dans l'histoire de la région de Zérékoré. Les sages l'ont dit. Quiconque viole ce qui vient de se passer le ressentira. Parce que ce qui s'est passé vient du cœur. Je demande à tout le monde de veiller au respect et à l'application de la déclaration des charges. Autour de ce sacrifice d'un coq et d'un bélier, les communautés Kpélé et Konya ont prêté serment sur les liens historiques et séculaires de leurs aïeux. Ceci pour le retour d'une paix définitive dans la cité cosmopolite de Zali. Autre sujet de ce journal, pourquoi Conakry tarde à enregistrer des grandes pluies en cette saison hivernale? La question préoccupe plus d'un citoyen. La baisse progressive de la pluviométrie d'année en année est un constat réel dans la cité. Qu'est-ce qui explique ce phénomène? Élément de réponse dans ce reportage de Bernard Tonguino. Dans les rues de Conakry, le temps est clément, c'est 7 juillet. Nous sommes pourtant en saison hivernale. De mémoire des Conakrika, jamais le rythme saisonnier n'a été aussi perturbé que cette année, avec à la clé la baisse de la pluviométrie. Les fortes pluies habituellement attendues début juillet sur Conakry tardent à inonder les caniveaux. L'équation semble énigmatique pour le citoyen ordinaire. Les scientifiques, eux, ont leur explication de cette variation climatique. Et cette variation est surtout liée au fait que cette année, par exemple, si suivant les observations qui ont été effectuées, lorsqu'on prend le long de nos côtes, des côtes du Sénégal, de la Mauritanie jusqu'en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le long des côtes, on constate qu'il y a des températures très élevées. Et ces températures très élevées occasionnent normalement une augmentation de l'évaporation. Et cette augmentation de l'évaporation, normalement, devait permettre d'avoir des quantités de pluie suffisantes. Mais il arrive parfois que lorsque les courants d'air, il y a des courants d'air par exemple au niveau à haute altitude, jusqu'à 2 km, ces courants d'air-là, lorsque ces courants d'air-là sont déficitaires du point de vue vitesse, donc on n'aura pas en ce moment les phénomènes qui occasionnent les pluies exceptionnelles qu'on a l'habitude d'observer dans nos régions. Contrairement à Conakry, en Guinée forestière, la saison pluvieuse a démarré au mois de mars pour s'étendre progressivement sur l'ensemble du pays. La pluviométrie, comparée à la moyenne standard d'il y a 10 ans,
Le service météo note un grand déficit, un manque qui pourrait être rattrapé en fin de saison. Il y a effectivement déficit, non seulement de quantité de pluie, mais de répartition au niveau de tout le pays, avec quelques rares exceptions. Par exemple, à Massanta, il y a une exception. Il n'y a pas eu un déficit, par exemple, à Kankan et à Boké. Il est prévu un rattrapage en fait de la saison. Il est prévu un rattrapage au niveau de la zone soudanienne, c'est-à-dire et de la zone sahélienne. Mais le long des côtes, les modèles ne sont pas unanimes. Selon les données collectées et analysées par les services météorologiques, avec le rattrapage de la saison pluvieuse annoncée, il faut s'attendre à un remplissage des cours d'eau et caniveaux qui peuvent souvent déborder. Mais d'ici là, les populations continuent de profiter du temps ensoleillé. Action humanitaire à Sigireni, elle fait suite aux incendies qui ont ravagé certaines habitations et champs des populations de Mankadjan et Solagbe. Plusieurs familles se sont vues compensées à travers une assistance de la SMD, une société aurifère évoluant dans la localité. Les explications avec Mamadi Ternaka-Mesoko. La détresse à Solabé après le passage d'un incendie ravageur. Plus de 40 cases et leurs contenus sont calcinés. Un sinistre similaire à Mankadjan où 17 cases sont brûlées. Dans ces deux villages de la sous-préfecture de Sigireni, de nombreux dégâts sont enregistrés. Après le drame, la société minière de Dingirai, les élus locaux et les autorités administratives sont sur le terrain. Une visite à double objectif. D'abord remonter le moral des victimes et ensuite leur apporter une assistance alimentaire. La SMD, à travers ce service des relations avec les communautés, collabore étroitement autant que possible avec les communautés environnantes dans le respect des lois et des coutumes. C'est pourquoi notre approche communautaire consiste à établir avec nos voisins des relations durables, caractérisées par le respect mutuel, un partenariat actif et un engagement à long terme. Le sous-préfet de Sigireni est tout heureux de voir les deux villages bénéficier de l'attention de la SMD. Beaucoup de dégâts matériels ont été causés. Cependant, autorités administratives, communales, direction générale de la SMD, tout le monde s'est mis sur pied pour venir faire des constats, des visites et des bénédictions. Les populations, les familles qui ont été victimes sont nous-mêmes. C'est nous qui avons été tous victimes. Si maintenant, dans 2 semaines seulement, la SMD intervient pour assistance en denrées alimentaires, vraiment, on remercie la SMD pour la bonne collaboration. Solabé et Mankadjan se relèvent difficilement de cet incendie, même si la restauration des cases calcinées qui a déjà démarré est un motif de soulagement pour les habitants. Sport dans ce journal, la CAF et la FIFA pensent déjà